Il suffit parfois de très peu. Un message plus sec, un silence qui s'étire, un visage qui se ferme, et d'un coup, une tension se réveille en toi. Tu te repasses la scène, tu scrutes ce qui a pu déplaire, déborder, ce qu'il aurait fallu retenir, et tu attends, malgré toi, un signe qui te rende ta tranquillité. Pourquoi est-ce que ça prend autant de place? Pourquoi une remarque, une distance, une variation de ton peuvent-elles suffire à t'ébranler? C'est une question que j'entends souvent et à laquelle on répond trop vite. Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Je suis Sophie Bacan, thérapeute, et dans ce podcast, je t'emmène au cœur de ce qui se joue dans nos vies émotionnelles et relationnelles. Aujourd'hui, on s'arrête sur une question intime, fréquente, épuisante. Pourquoi le regard des autres a-t-il autant de pouvoir sur moi? C'est exactement ce que vit Laura. 35 ans, sérieuse, fiable, appréciée. Une femme qui donne l'image de quelqu'un de solide et pourtant, il suffit que le regard de l'autre se modifie pour que tout son paysage intérieur bascule. Elle dit qu'elle prend trop les choses à cœur, qu'elle manque de confiance, qu'elle a besoin d'être rassurée. Chez Laura, rien n'a l'allure d'un effondrement spectaculaire. La journée suit son cours, le travail avance, le visage reste calme. Vu de l'extérieur, rien d'alarmant. C'est pour cela que ce fonctionnement passe si souvent inaperçu. Tout se joue dans de très petits gestes. Les mots sont pesés, la présence se surveille, un message est relu plusieurs fois, une conversation ressurgit plus tard, dans la voiture, sous la douche ou au moment de s'endormir. Et pendant ce temps, rien ne se dépose. Il suffit d'une variation minime pour que l'angoisse reparte, une réponse plus froide, un silence qui s'étire, une présence que je vois moins chaleureuse, et aussitôt, l'esprit se remet au travail. Il fouille, il recompose, il revient en arrière, il tente de repérer l'endroit où un détail a sonné faux, a dérangé. Alors s'ouvre cette petite enquête intérieure, si familière pour certains. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il aurait fallu éviter? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux sentir, mieux doser, mieux contenir? Et tant qu'aucun signe n'est venu réchauffer l'espace, l'apaisement ne revient pas, le corps reste tendu, la pensée continue de tourner, l'alerte demeure. C'est cela qui épuise, pas seulement le regard des autres, mais l'effet qu'il produit, la manière dont il sert, dérègle, déplace l'axe intime depuis lequel une personne se sent tranquille, en sécurité, autorisée à être là. Laura vit ainsi, et bien d'autres aussi. Toi, peut-être, sans toujours trouver les mots justes pour nommer ce qu'elles traversent. Elles avancent, elles travaillent, elles aiment. En apparence, elles tiennent. Mais dès que la présence d'en face varie, le doute regagne du terrain. Alors pourquoi certaines présences nous atteignent-elles à ce point? Comment se fait-il qu'une remarque, une distance, un changement de ton peuvent-ils nous toucher si profondément? Pourquoi chez certains, le regard de l'autre agit-il comme un verdict intime? Un verdict intime. L'expression est forte, elle touche juste. Pour certaines personnes, le regard des autres ne se contente pas de passer. Il atteint, il pèse, il s'impose, comme s'il venait murmurer à voix basse quelque chose de leur valeur. Alors, bien sûr, les mots qui viennent sont souvent les mêmes. Manque de confiance, hypersensibilité, faible estime de soi, difficulté à s'assumer. Ces mots touchent une part de vérité. Ils soulagent même parfois parce qu'ils donnent une explication rapide à ce qui déborde, mais ils restent à la surface. Ils décrivent, ils n'éclairent pas encore ce qui se joue en profondeur. Car quelqu'un peut manquer totalement de confiance en soi sans jamais vivre cela. Quelqu'un d'autre peut paraître solide, reconnu, accompli et vaciller intérieurement dès qu'un regard se retire. Cette façon de vivre vient de plus loin. C'est là que Winnicott,
ouvre une piste précieuse. Pédiatre et psychanalyste, il a travaillé sur la manière dont l'enfant se construit dans le lien et ce qu'il met en lumière est décisif. Très tôt, certains enfants deviennent extrêmement habiles à sentir comment il faut se comporter pour que la relation à l'autre reste paisible. Ils apprennent à percevoir les variations de présence, à repérer ce qui apaise, à pressentir ce qui risque d'inquiéter, d'éloigner, de rompre l'accord. Ils s'ajustent vite, très bien, trop bien même. L'entourage y voit souvent un enfant attentif, mesuré, sage, un enfant qui comprend, qui ne déborde pas et avec lequel tout semble plus simple. C'est l'enfant qui donne envie de faire un autre enfant. Mais cette compétence a un prix. Peu à peu, la sécurité intérieure cesse de se former depuis un sentiment stable de soi. Elle commence à dépendre de ce qui vient du dehors, de la manière dont l'autre répond, accueille, se ferme ou se retire. À partir de là, le regard des autres change de fonction. Il ne renseigne plus seulement sur l'état de la relation, il commence à informer sur le droit d'être là, sur le sentiment de compter, sur la possibilité de rester dans le lien sans gêner, sans décevoir, sans être de trop. Winnicott va encore plus loin avec la question du faux self, mais c'est un sujet à part entière que j'aborderai dans un prochain épisode. Voilà pourquoi les explications habituelles finissent par manquer le cœur du mécanisme, car il ne s'agit plus seulement d'une sensibilité vive ou d'un défaut de confiance, il s'agit d'une manière de s'être construit, d'une manière d'aller puiser dans le regard de l'autre un appui qui n'a pas eu la possibilité de prendre racine en soi. Et c'est précisément ce point que je t'invite à regarder de plus près. Ce regard ne pèse pas seulement parce qu'il expose au jugement, il agit aussi parce qu'il vient soutenir un équilibre fragile. Oui, il y a la peur de décevoir. Oui, il y a la crainte de déranger, de ne pas être à la hauteur, d'être de trop, mais il y a encore davantage. À travers ce regard, beaucoup viennent chercher une confirmation. La confirmation que ce qu'ils ont dit, ou fait, ou montré d'eux-mêmes reste recevable. La preuve qu'ils comptent. Le sentiment d'être légitime et ce soulagement qui s'installe dans le corps et dans le cœur quand l'autre répond avec chaleur. Autrement dit, le regard des autres n'atteint pas seulement, il régule, il apaise, il rend pour un instant une respiration plus profonde. Laura le sait sans le formuler ainsi. Quand quelqu'un la rassure, elle se détend. Quand elle se sent accueillie, reconnue, regardée sans réserve, elle retrouve le sol sous ses pieds. Et dès que cette chaleur se retire, le doute recommence à la gagner. Ce regard ne fait pas seulement mal, il remplit une fonction. Il soutient de l'extérieur ce qui peine à tenir tout à fait de l'intérieur. La lecture adlérienne prend alors toute sa place ici. Alfred Adler était psychiatre et sa pensée est au cœur de mon travail. C'est l'un des socles de mon approche de la psychologie parce que je la trouve profondément libératrice. Elle ne fige pas une personne dans ce qu'elle subit, elle traque la logique d'un fonctionnement, le but qu'il poursuit, la façon dont une vie s'organise pour tenir, appartenir, pour ne pas s'effondrer dans le lien. Ici, la compréhension change complètement, car la question ne devient plus seulement « pourquoi est-ce que je souffre autant du regard des autres ?» Elle devient « à quoi ce regard me sert-il ? Qu'est-ce qu'il me permet de maintenir ?» Avec Adler, cette dépendance au regard des autres n'apparaît donc plus comme une simple fragilité émotionnelle. Elle prend la forme d'un style de vie, une organisation intérieure cohérente, souvent ancienne, qui vise à préserver sa paix intérieure et sa sécurité dans le lien. Au fond, l'équation est simple. Si je suis bien perçu, je peux respirer. Si je suis validé, je peux me sentir valable. Si je sens l'approbation, je peux me relâcher un peu. Ce qu'on ressent de soi n'est pas posé, c'est suspendu. Cela dépend de ce qui vient de l'autre et le but poursuivi ici ne se réduit pas au désir d'être aimé, il est plus vital que ça.
rester légitime, ne pas être rejeté, ne pas se retrouver seule face à une assise intérieure trop fragile pour se porter elle-même. Laura n'a pas juste besoin d'être rassurée. Ce qu'elle veut, c'est un appui stable, et tant qu'elle ne l'a pas suffisamment trouvé en elle, elle le prend là où elle peut, dans le regard qui confirme, dans la réponse qui rassure, dans la chaleur qui, pour un temps, remet un peu d'ordre dans son paysage intérieur. C'est ça que la lecture adlérienne rend visible. Le regard des autres n'est plus une source de souffrance, mais il sert à tenir. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à mesurer ce que ce fonctionnement te coûte. Ce prix, il est lourd. À force de se régler sur le regard des autres, on s'use. L'esprit reste en veille, le corps peine à se relâcher, la tranquillité dépend de ce qui vient d'en face. Alors s'installe une instabilité chronique. Dès qu'un ton change, qu'un silence s'allonge, dès qu'une présence se fait plus distante, le doute regagne du terrain et avec lui, cette vieille nécessité de vérifier, de corriger, de se réajuster. C'est fatigant, profondément. Se surveiller en permanence, anticiper sans cesse, revenir après coup sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a montré, sur ce qu'on aurait dû mieux sentir, mieux doser. Et ce qui pèse le plus, c'est cette difficulté à se sentir pleinement légitime sans attendre que cela soit confirmé par un autre. À la longue, ça entame aussi la liberté intérieure. Choisir devient plus difficile, dire non devient plus coûteux, déplaire devient dangereux. La parole se corrige avant même d'être prononcée. Le désir s'ajuste, la spontanéité recule et peu à peu, une personne peut finir par vivre moins depuis ce qui lui semble juste que depuis ce qui lui semble acceptable. Laura, à cet endroit, ne souffre pas seulement du regard des autres. Elle souffre de devoir sans cesse lui emprunter ce qu'elle ne parvient pas à faire seule. Le coût est immense. Quand le regard des autres cesse d'être une information parmi d'autres, il devient le lieu où se décide le droit d'exister. Alors, bien sûr, l'enjeu n'est pas de s'endurcir, ni de prétendre que le regard d'autrui ne compte pas. Nous sommes des êtres de lien. Le regard des autres nous touche. Il nous touche même profondément. Mais il y a une différence immense entre être touché par ce regard et lui confier la tâche de décider ce que l'on vaut. C'est là que l'autonomie émotionnelle ouvre une distinction précieuse. Elle nous apporte la possibilité de ne plus remettre entièrement à l'extérieur le soin de te dire qui tu es, ce que tu vaux, si tu peux respirer, parler, choisir, déplaire un peu et rester avec toi. Qu'est-ce que cela changerait dans ta vie si tu pouvais te sentir légitime sans attendre sans cesse une confirmation extérieure? Qu'est-ce que cela changerait dans ta vie si une distance, une remarque, un silence pouvaient te toucher sans pour autant ébranler ton droit d'être là? C'est vers cela que le travail peut commencer à se déplacer. Je te propose un exercice concret à tester cette semaine. La prochaine fois qu'un regard, un silence, une réponse, un changement de ton te déstabilise, avant de réparer, avant de te justifier, avant de courir vers la réassurance, arrête-toi. Pose une main sur ta poitrine ou sur ton ventre. Respire, puis nomme ce que tu ressens en un mot. Honte, blessure, inquiétude, tension, peu importe lequel. Ce geste crée déjà une distance entre la réaction et l'action. Puis je t'invite à te poser 3 questions. Qu'est-ce que j'attends que l'autre me confirme là, maintenant? Que je compte suffisamment? Que je n'ai pas déçu? Que mon droit d'être là tient toujours? Que je ne suis pas de trop? Laisse la réponse venir sans la corriger. Elle dit tout le poids de ce que tu portes. Ensuite, qu'est-ce qui menace de céder en moi si cette confirmation ne vient pas? Ton assise,
ton sentiment d'avoir le droit d'exister, de compter encore? Remarque ce que tu ressens dans le corps à cet endroit, la gorge, la poitrine, le ventre. C'est une information. Elle te dit qu'il y a là un appui que tu n'as pas tout à fait posé en toi. Et enfin, si je n'avais rien à mendier dans ce regard, qu'est-ce qui serait plus juste pour moi? Laisse cette question travailler, même si la réponse reste un peu floue au début. Puis, avant d'agir, avant de relancer une conversation, avant de renvoyer un message, de guetter le signe qui rassure, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu ferais, là, tout de suite, si tu n'avais rien à prouver? Peut-être juste attendre, ou pour une fois, ne pas t'excuser. Il arrivera aussi que tu laisses le silence exister sans le remplir, ou que tu dises ce que tu penses, ta vérité. Sois à l'écoute de ce que cela produit dans ton corps, de la légèreté, de la peur, ou les deux à la fois. Et maintenant, pour mettre tout ça en pratique, je te propose 2 gestes très simples. Le premier, choisis une situation où tu aurais normalement attendu une confirmation, puis résiste à cette attente. Laisse le silence, laisse la distance, laisse l'inconfort exister. Reste là avec toi et observe simplement ce qui se passe en toi. Pour le second, dans une situation où tu hésites entre ce qui est juste pour toi et ce qui sera bien reçu, choisis ce qui est juste, une fois, juste une fois, et observe ce que cela produit dans ton corps, dans la relation et en toi. C'est un exercice de loyauté envers toi-même. Chaque fois que tu agis depuis ce que tu estimes juste, plutôt que depuis ce que tu espères recevoir, tu poses une pierre. Et c'est avec ces pierres-là qu'une stabilité intérieure se bâtit. Peut-être que pendant longtemps, tu as cru que ton problème, c'était d'être trop sensible, trop impressionnable, trop happé par le regard des autres, et peut-être qu'en m'écoutant aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé. Ce regard n'a pas autant d'emprise pour rien. Il en a autant parce qu'il a longtemps servi à quelque chose de très important. Tenir, rester debout, sentir que tu comptes, recevoir dans la réponse de l'autre un peu de ce que tu n'avais pas encore pu asseoir pleinement en toi. Cela a eu une fonction, une logique, et ça t'a probablement aidé à traverser certaines choses. Mais lorsqu'une stratégie ancienne commence à te coûter ta tranquillité, ta liberté, ta capacité à choisir sans trembler, alors elle mérite d'être regardée autrement. Si tu sens que ce fonctionnement est ancien, profond, qu'il organise ta vie, ce n'est pas un détail. C'est un vrai sujet de travail thérapeutique. Je t'accueille en consultation dans la Drôme ou à distance. Tu trouveras les liens pour me contacter dans la description du jour. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Tu peux aussi t'abonner au podcast et laisser 5 étoiles. C'est une manière simple de soutenir ce travail et de permettre à ces réflexions d'aller toucher d'autres personnes. Le regard des autres aura sans doute toujours une portée, mais il arrive un moment où il n'a plus à porter à lui seul le poids de ce que tu es. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.